Donc j'avais 8 ans, je suis partie en classe de neige et quand je suis revenue de classe de neige, j'ai commencé à avoir des brûlures de pieds. À ce moment-là, la médecine, elle n'en était pas au point d'aujourd'hui, donc ma mère m'a fait consulter divers médecins, beaucoup de médecins, et de tout ce qui est ressorti, c'était que j'étais une petite fille capricieuse et qu'il fallait qu'on s'occupe de moi. Et puis le temps a passé, je suis devenue adolescente, j'avais toujours les pieds qui me brûlaient, ensuite les mains qui m'ont brûlée. Donc mon quotidien, dès que ça me brûlait, j'avais trouvé que cette solution, tremper mes pieds et mes mains dans l'eau tiède. Ça pouvait durer 1 heure, ça pouvait durer l'après-midi, donc j'ai passé toute mon adolescence, j'avais les pieds et les mains qui trempaient dans l'eau tiède. Puis j'ai eu 20 ans, je me suis mariée et mes douleurs ont complètement disparu. Donc comme tout ce qui disparaît et qui fait souffrir, hein, on n'y pense plus. Et puis j'ai été maman, j'avais 24 ans, j'ai eu ma petite fille. Et puis j'ai eu 26 ans, j'ai eu mon fils. Et puis ils ont grandi tous les deux. Et puis Valentin, quand il est arrivé à l'âge de 7-8 ans, un jour, il devait avoir de la fièvre. Il se lève un matin et il me dit « Maman, j'ai les pieds qui me brûlent ». Alors là, coup de massue, je me suis dit « C'est quand même bizarre. J'ai eu la même chose au même âge. Il faut qu'on trouve ce qu'il a, on ne peut pas rester comme ça. » C'était le tout début, ça le brûlait une fois tous les... Donc il jouait au foot. Quand il jouait au foot sur les terrains de foot, ça le brûlait de plus en plus. Donc ça commençait à lui gâcher son enfance. Et puis le temps a passé, ça s'est rapproché de plus en plus souvent. Des accès de fièvre le week-end inexpliqués, des douleurs abdominales, pareil, inexpliquées. Tout était inexpliqué de toutes les manières. Il a eu 8 ans, puis 9 ans, puis 10 ans. Et puis le temps a passé, donc ça s'est aggravé. Ça s'est tellement aggravé vers l'âge de 12 ans que le quotidien est devenu infernal. Les dernières vacances que l'on a passées avant que je l'envoie chez différents médecins, on ne pouvait plus rien faire, on était parti en vacances à la montagne. Il fallait le déchausser toutes les 5 minutes, lui tremper les pieds dans l'eau froide. C'était l'enfer, le cauchemar pour toute la famille. Donc quand on est rentré, en septembre de cette année-là, je me suis dit, on va faire comme moi quand j'étais petite, on va commencer par le médecin traitant et il faut qu'on trouve ce qu'il a. Donc on a commencé par le médecin traitant qui nous a envoyé voir 1, puis 2, puis 3, puis 4 spécialistes complètement différents. Personne n'a trouvé. On m'a envoyé voir un psychologue qui m'a dit vous savez, votre fils a une grosse participation psychologique. Et là, je me suis un peu énervée en disant écoutez, je veux bien. Il est certainement psy, puisque tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Sauf que moi, j'ai eu la même chose au même âge. Je le répète à tous les médecins depuis plus de 2 ans. Et c'est quand même bizarre que moi, ça ait disparu. Je lui en ai donc jamais parlé. Et il se met à souffrir de la même manière que moi. C'est quand même, il faut qu'on trouve ce qu'il a. Et puis ça a duré encore 1 an ou 2 comme ça, jusqu'au jour où c'est devenu infernal. Et j'ai demandé aux spécialistes qui le suivaient de m'envoyer sur Paris pour faire des examens, pour faire autre chose, en tous les cas pour trouver ce qu'il avait. Donc nous sommes allés consulter à Paris. Une consultation. Le médecin qui l'a vu m'a demandé s'il m'autorisait à lui faire une prise de sang. Bien sûr, j'ai accepté puisqu'on était là pour ça. Et j'ai reçu une lettre 3 semaines après à la maison, comme quoi que mon fils, on savait ce qu'il avait, qu'il était diagnostiqué, qu'il avait une maladie, et que cette maladie s'appelait la maladie de Fabry. Poignant, n'est-ce pas, ce témoignage d'Ariel? C'est en 1898 que les docteurs Anderson et Fabry ont décrit pour la première fois cette maladie. C'est pourquoi on l'appelle aussi parfois maladie Anderson-Fabry. C'est une maladie évolutive héréditaire causée par une anomalie génétique. Les personnes atteintes de cette maladie connaissent un déficit de l'enzyme appelé alpha-galactosidase A. Sans cette enzyme, certaines substances ou déchets ne peuvent être évacués de l'organisme. Ils s'accumulent dans les cellules des principaux organes comme les reins, le cœur, le système nerveux central. L'accumulation progressive de ces déchets cellulaires perturbe le fonctionnement des cellules et provoque des atteintes graves. La maladie de Fabry est donc une maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération. Nous avons recueilli le témoignage d'un couple qui, comme vous peut-être, se pose beaucoup de questions. Nous sommes un couple dont je suis moi le porteur de la maladie de Fabry. Voilà 17 ans que nous vivons ensemble et nous avons 2 enfants. 2 enfants sur qui évidemment on se pose pas mal de questions quant à cette maladie, la transmission. Le désir d'enfant était tellement grand que nous avons choisi de les avoir sans réfléchir. Pour moi, premièrement déjà, je suis porteur asymptomatique. Je ne ressens rien, je ne sais pas quand ça arrivera, est-ce que ça arrivera? Est-ce que notre fille est atteinte? Les questions se posent évidemment. S'ils étaient atteints, seraient-ils porteurs sains? Seraient-ils porteurs symptomatiques? Alors vous savez que la maladie de Fabry est une maladie génétique.
Donc c'est une maladie dont le gène se situe sur le chromosome X. Le corps humain, il est fait de milliards et de milliards de cellules. Dans chaque cellule, il y a un noyau et dans ce noyau, il y a les chromosomes. La seule différence entre les hommes et les femmes, ce sont les chromosomes sexuels. C'est-à-dire qu'on a 44 chromosomes qui sont strictement identiques entre les hommes et les femmes. Et puis, on a une paire de chromosomes sexuels qui diffèrent. Les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes ont un X et un Y. C'est la seule différence. Mais cette différence, elle est importante pour les maladies comme la maladie de Fabry, qui est une maladie liée au sexe. Alors, quand on reçoit un couple qui a le projet d'avoir un bébé, l'approche qu'on va utiliser va dépendre du sexe du parent atteint. S'il s'agit d'une femme malade, elle a une probabilité de 50% de concevoir un bébé atteint. Soit elle donne son bon X au bébé et l'enfant sera toujours sain et ne pourra pas transmettre la maladie. Ou alors elle donne son X muté à son enfant. Et s'il s'agit d'un petit garçon, il sera malade. S'il s'agit d'une petite fille, elle pourra exprimer la maladie dans un tableau clinique plus ou moins sévère. Et elles peuvent même être totalement asymptomatiques toute leur vie. Alors maintenant, si c'est un homme qui est malade, là, la probabilité est de 100% d'avoir un petit garçon sain, puisque vous savez que c'est l'homme qui passe l'Y dans le spermatozoïde. Le gène n'est pas sur l'Y, mais sur l'X. Par contre, 100% de filles avec l'X muté. Voilà, puisque l'homme n'a qu'un seul X à donner. Si celui-là est muté, obligatoirement, ces filles auront l'X muté. La maladie de Fabry est donc héréditaire. Par conséquent, si un membre d'une famille est atteint, d'autres peuvent l'être aussi. C'est la raison pour laquelle il est important de faire établir un arbre généalogique médical. En l'absence d'un cas familial connu, le diagnostic s'avère difficile à établir et certains patients peuvent parfois rester plusieurs années sans savoir qu'ils sont atteints de cette maladie. Cet arbre généalogique médical est le point de départ de la prévention et de la prise en charge familiale. Nous savons maintenant que la transmission de la maladie est différente selon que l'on soit homme ou femme. Notons que, de façon surprenante, l'expression de la maladie de Fabry peut varier entre les membres d'une famille, pourtant tous porteurs de la même mutation génétique. Alors, ces symptômes, comment les repère-t-on? Quels sont les signes évocateurs de la maladie de Fabry? 2 spécialistes nous apportent des réponses. Chez les enfants, les signes évocateurs de maladie de Fabry ne sont pas les mêmes que chez les adultes. Pendant l'enfance, le signe le plus fréquent est représenté par des douleurs des extrémités des membres qui s'appellent des acroparesthésies. On a l'impression d'avoir des fourmis qui vous piquent l'extrémité des doigts. C'est très handicapant parce que c'est une douleur qui est difficile à caractériser. Quelquefois, ces douleurs s'accompagnent aussi de douleurs gastro-intestinales, le mal au ventre. Le mal au ventre est la cause la plus fréquente de consultation aux urgences. C'est donc très difficile d'arriver à isoler ce symptôme et à penser à la maladie de Fabry lorsque ça se présente chez les enfants. Quelquefois, ils peuvent avoir aussi les angiokératomes, ces petites lésions rouges sur la peau qui se développent en général dans les zones du maillot ou sur la face d'extension des membres lorsque l'on est un peu plus âgé. Dans la maladie de Fabry, les principaux symptômes pouvant faire évoquer une atteinte cardiaque sont pour le patient des palpitations thoraciques, également l'existence d'une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement, en particulier à l'effort, tel que la montée des escaliers, et enfin donc des douleurs thoraciques. Vous aurez compris que chacun de ces symptômes sont relativement non spécifiques, ils peuvent également être discrets, d'où l'importance donc de systématiquement les rechercher afin de dépister l'éventualité d'une atteinte cardiaque chez chaque patient atteint de cette maladie. Il existe une grande variabilité entre les personnes atteintes de la maladie, aussi bien pour les symptômes que pour leur date d'apparition. Chaque patient développe ainsi sa propre forme de la maladie de Fabry, sa propre histoire. Depuis quelques années, les spécialistes tentent de réunir dans une base de données partagée les informations des patients afin d'améliorer la qualité des connaissances sur la maladie et d'optimiser ainsi leur prise en charge. Votre médecin traitant, relayé par l'Association des patients de la maladie de Fabry, pourront vous donner toutes les informations sur ces publications. Les symptômes de la maladie sont donc très divers et s'aggravent généralement au cours du temps. C'est pourquoi il est important d'effectuer un diagnostic le plus tôt possible. Bien, en fait, c'est dans un proche de la famille, mon oncle en l'occurrence, qui a été diagnostiqué il y a quelques temps de ça. Et nous avons fait des recherches au sein de tout l'ensemble de la famille. Ma maman, donc cet oncle qui est son frère. Puis nous avons suivi la filiation, les enfants de chacun d'entre eux, et plusieurs d'entre nous sommes atteints.
C'est une question importante de savoir s'il faut faire ou non un dépistage chez les autres membres de la famille. Si la personne a des symptômes, bien entendu, il faut faire ce dépistage le plus rapidement possible pour proposer une prise en charge et un traitement derrière. S'ils n'ont pas de symptômes, ça peut être utile quand même de faire un diagnostic de maladie de Fabry chez quelqu'un de la famille qui n'a pas de symptômes. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une prévention des atteintes d'organes, rein, cœur, système nerveux central en particulier, et on peut aussi faire après un conseil génétique, c'est-à-dire si on redescend dans l'arbre généalogique, si on s'occupe de la fille, on peut éventuellement après proposer ou rassurer les petits-enfants, par exemple, en termes d'enquête familiale. Nos enfants ne sont alors évidemment aujourd'hui pas diagnostiqués. C'est vrai qu'on est toujours à l'affût de leur demander certaines choses par rapport aux symptômes connus. Est-ce que vous avez mal ici, mal là ? Quand doit-on diagnostiquer les enfants ? À quel âge ? Est-ce que c'est à partir du moment où ils ont des symptômes ? Est-ce qu'il faut le faire quand ils n'ont pas de symptômes, mais quand même les diagnostiquer ? Pourquoi ? Est-ce qu'il faut faire un dépistage chez les enfants ? Première situation, l'enfant a des symptômes. Exemple, des douleurs des extrémités. Dans ces cas-là, bien entendu, il faut dépister le plus rapidement possible l'enfant, savoir s'il est porteur ou non d'une maladie évocatrice de maladie de Fabry. L'attitude est un peu différente en ce qui concerne les enfants asymptomatiques. Je pense qu'il est important de faire en fonction du souhait de la famille. Soit la famille veut absolument savoir, et dans ces cas-là, il faut accéder à leur demande parce que ça aura pour vocation de clarifier la situation. Mon enfant a ou non une maladie de Fabry, et puis après, on peut surveiller éventuellement si on a trouvé quelque chose. En revanche, si l'enfant n'a pas de maladie de Fabry, eh ben, on rassure les parents, et puis on peut éventuellement aussi rassurer les autres membres de la famille par rapport à ça. Le cœur est, avec le cerveau et le rein, l'un des organes clés qui peuvent être atteints au cours de la maladie de Fabry. L'existence d'une atteinte cardiaque dans la maladie de Fabry ne va pas forcément être très parlante sur la vie quotidienne du patient. En particulier, il est assez rarement limité dans ses activités quotidiennes ou sportives, puisque même en cas d'atteinte, la fonction cardiaque reste très longtemps préservée. En revanche, il faut bien comprendre qu'un cœur défaillant va évidemment avoir des conséquences sur l'ensemble de l'organisme et retentir à son tour sur l'atteinte rénale. On peut imaginer aussi quelques projections emboliques au niveau du cerveau, responsable d'un éventuel accident vasculaire. Et bien entendu, en termes de gravité, il importe de surveiller le risque d'un trouble de la conduction du cœur ou d'un trouble du rythme, à nouveau, comme je l'expliquais précédemment, par des examens cardiaques réalisés à intervalles très réguliers. Vous aurez compris l'importance d'un diagnostic précoce. Il permet, dans la plupart des cas, de ralentir l'évolution et d'améliorer la qualité de vie des patients. Sachez également qu'un diagnostic prénatal est aussi possible. La maladie de Fabry est une maladie génétique rare, mais depuis 2001, elle n'est plus orpheline. En effet, il existe aujourd'hui des traitements adaptés qui s'appliquent aux différents stades de la maladie. Alors bien sûr, on peut traiter les enfants et de façon très efficace et précoce, bien avant d'avoir recours au traitement substitutif. La consultation auprès d'un pédiatre spécialisé dans un centre de référence pour les maladies métaboliques permet en général d'identifier le symptôme, de le rattacher à la maladie et de proposer très tôt le traitement adapté, puisque l'on sait qu'en moyenne, le diagnostic de la maladie de Fabry se fait à 30 ans. Ça permet donc d'éviter d'attendre l'âge de 30 ans pour avoir un traitement efficace de ce qui constitue le principal handicap de cette maladie pendant la période pédiatrique. Le plus difficile est de décider du moment où l'on doit commencer ce traitement. Avec le temps, et lorsque ce traitement est bien toléré, ces traitements par perfusion peuvent se faire à la maison et donc sont tout à fait compatibles avec une vie socio-scolaire normale. L'objectif étant bien de permettre aux enfants de remplir le projet d'éducation et de vie qu'ils ont avec leurs parents et non pas de venir à l'hôpital pour remplir le projet hospitalier.
Il existe différents traitements de la maladie de Fabry et nous avons la chance que parmi les 5 à 7 000 maladies orphelines identifiées à ce jour, la maladie de Fabry appartienne au club très fermé des affections qui bénéficient d'un traitement spécifique consistant en l'enzymothérapie recombinante substitutive. Il s'agit donc d'un médicament qui a été préparé par génie génétique au laboratoire et qui correspond à l'enzyme qui est déficitaire dans le corps de nos patients. Ce traitement est administré en perfusion intraveineuse toutes les 2 semaines et en particulier est en principe destiné à être administré à vie. C'est un traitement qui présente une excellente sécurité et nous n'avons rencontré aucun problème majeur lors de ces 10 dernières années et dont l'efficacité semble bonne mais est encore en cours d'évaluation. En particulier, il semble que le résultat de la thérapie enzymatique substitutive soit d'autant meilleur que celle-ci est administrée précocement, soulignant tout l'intérêt d'un diagnostic précoce de cette affection. En dehors de la thérapie enzymatique substitutive, il importe par ailleurs de mettre en œuvre de façon précoce les traitements symptomatiques de la maladie de Fabry, qui peuvent donc commencer dès l'enfance par la prescription de médicaments antalgiques qui vont contribuer à alléger les douleurs donc, des extrémités ressenties par les patients. Plus tard, on s'attachera également à prévenir la survenue d'un certain nombre de complications, que celles-ci soient cérébrovasculaires ou rénales, avec en particulier la prise en charge de la protéinurie qui est essentielle. Celle-ci peut se faire par l'administration aux patients de médicaments appelés des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et puis, à un stade plus avancé de la maladie, la mise en œuvre de la dialyse ou de la transplantation rénale peuvent bien entendu transformer la prise en charge chez certains patients pour lesquels il existe une insuffisance rénale terminale. Comment tout a commencé? Donc en 1997, j'avais rendez-vous avec la médecine du travail et le médecin a découvert beaucoup d'albumine dans les urines. De ce fait, mon médecin a pris le relais et m'a demandé de consulter le professeur de néphrologie. Lors de notre entrevue, le professeur nous a indiqué que la fonction rénale était déjà bien avancée. Dans la conversation, nous avons indiqué que mon frère était porteur de la maladie de Fabry. Le professeur m'a donc demandé de venir faire une biopsie rénale. Verdict, porteur de la maladie de Fabry à un stade avancé. Le professeur nous a annoncé qu'aucun traitement existait à l'époque et nous avons cru que la Terre venait de s'arrêter. De 1997 à mars 2001, j'ai eu un suivi de la fonction rénale tous les 6 mois donc à l'hôpital de Pellegrin. En juillet 2001, l'hôpital de Lyon, à Édouard Herriot, ils m'ont appelé parce qu'il y avait un traitement substitutif qui allait sortir. On a fixé un rendez-vous et j'ai eu ma première injection le 10 septembre 2001. Après, de janvier 2002 à septembre 2005, j'ai eu une aggravation de la symptomatologie. La fonction rénale s'est détériorée à grande vitesse. Donc nous avons décidé de commencer le bilan pré-greffe. En janvier 2006, fin du bilan pré-greffe et inscription sur la liste d'attente. Donc de janvier 2006 à septembre 2006, j'ai continué à faire tous les 15 jours les perfusions. Et après, en septembre 2006, j'ai dû passer en dialyse et j'ai choisi la dialyse péritonéale, qui était plus facile car ça m'a permis de travailler, de rester dans la vie active et de continuer à travailler. 4 mois et demi de dialyse et après, le 19 mars 2007, donc on m'a appelé, l'hôpital de Pellegrin m'a appelé car j'avais peut-être un donneur potentiel pour ma greffe de rein. Donc le 20 mars à 15 h, je suis descendu au bloc opératoire et c'est un jour nouveau venait de naître. En effet, plus de dialyse, plus de contraintes que du bonheur. En conclusion, il ne faut jamais désespérer, même avec la maladie de Fabry, la vie continue. La maladie de Fabry est une maladie évolutive. Aujourd'hui, les études médicales menées depuis plus de 10 ans permettent de penser que plus le traitement est commencé tôt, meilleurs sont les résultats. L'évolution peut être ralentie, voire même arrêtée grâce à l'enzymothérapie, et les complications tardives peuvent être évitées, permettant à de nombreux patients de mener une vie presque normale. Pour vous accompagner, il y a des médecins, des spécialistes et des associations, dont l'APMF, l'Association des patients de la maladie de Fabry. L'APMF a été créée en 2005. Son but, regrouper les patients, les familles, afin de les aider au maximum avec l'aide des médecins. Nous nous sommes fixés comme objectif
d'informer, d'échanger et d'agir auprès des pouvoirs publics. La PMF est constituée d'une part des membres du bureau chargés de la gestion de l'association et d'autre part d'un comité scientifique composé de médecins et de professionnels de la santé. La PMF travaille sur différents supports d'information destinés aux enfants, aux ados et aux adultes. Nous organisons tous les ans une manifestation nationale où les patients peuvent échanger et rencontrer des spécialistes de la maladie de Fabry. Enfin, nous avons notre site internet où vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à la maladie de Fabry et notre forum où les médecins répondent à vos questions. Donc vous avez compris à l'issue de ces différents témoignages que tout l'enjeu actuel est de faire des diagnostics les plus précoces qui soient. Plus le diagnostic sera précoce, plus la prise en charge sera adaptée et évitera les atteintes des différents organes, ou en tout cas leur potentielle gravité. Les principaux travaux récemment publiés nous ont montré que notre cible devait clairement être non seulement la prévention de l'atteinte rénale et la prévention de l'atteinte cardiovasculaire. Les outils pour faire le diagnostic sont facilement disponibles. Il n'y a plus de raison d'avoir des retards, des délais de diagnostic aussi importants que ce que l'on a pu constater auparavant. Si je devais conclure en une phrase, je dirais y penser devant un certain nombre de situations. C'est tout le rôle de l'éducation thérapeutique et c'est tout l'intérêt des témoignages que nous avons vus précédemment. Qui dit diagnostic précoce, dit traitement le plus précoce possible pour vivre au mieux avec la maladie de Fabry. Aujourd'hui, on est assez optimiste tout de même parce que personne d'entre nous, dans notre famille à nous quatre, ne développons, ne ressentons la maladie. Les enfants n'ont pas de symptômes, donc moi non plus. On le vit finalement correctement tous les jours. Un jour nouveau venait de naître. En conclusion, il ne faut jamais désespérer. Même avec la maladie de Fabry, la vie continue.